Bonjour, bonjour. Merci d'être là. On a pris les 5 petites minutes nécessaires pour que tout le monde arrive. Alors, pour lancer ce débat, je m'étais dit, je vais vous faire une petite confidence. J'ai pris l'avion. Ah oui, pour venir ici. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ceux qui n'ont pas la chance d'habiter à Saint-Raphaël ont pris l'avion parce que c'était très compliqué de venir en train aujourd'hui. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourra continuer dans 10 ans à revenir en avion ici à Saint-Raphaël? J'espère bien. Et on va voir comment, en fait, on viendra en avion à Saint-Raphaël dans 10 ans. Alors, merci à nos 4 invités d'être ici. Monsieur, vous les avez déjà présentés, mais donc je vais pas... On va rentrer tout de suite dans les débats. Et je voudrais commencer peut-être par une réflexion, c'est-à-dire, s'il y a 4 ans, c'était le Covid, les avions étaient cloués au sol, les compagnies étaient en très très grande difficulté et toutes les perspectives sur l'évolution du trafic étaient assez catastrophiques. On disait qu'il fallait attendre 10 ans pour retrouver les niveaux de trafic, ce qui a expliqué aussi que beaucoup de compagnies dégraissent très rapidement. Et puis, il y a eu un rebond assez extraordinaire et tout le monde se pose la question de comment les courbes de trafic vont se poursuivre dans les années qui viennent, avec 2 mouvements qui me semblent assez contradictoires, à la fois dans nos pays une forme de désincitation sociale à prendre l'avion et à la fois dans une autre partie du monde, et l'Asie, l'émergence d'une classe moyenne qui a envie de tourisme, envie de voyager et donc un trafic qui est en très très forte hausse. Donc comment ces 2 mouvements se conjuguent? Et je voudrais demander à nos 2 économistes, Cécile Maisonneuve et Emmanuel Combe, de nous tracer un peu déjà un avenir du trafic. Merci Béatrice. Bonjour à tous. Alors effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc en 2020, tout s'est arrêté, tout le mouvement s'est arrêté. Et le plus impressionnant, effectivement, c'était l'arrêt quasi complet du trafic aérien. Et à l'époque, je me souviens, l'industrie aéronautique a dit on retrouvera nos chiffres en 2024. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, en 2024, quand on retrouve les chiffres du trafic aérien, alors le nombre de passagers, mais aussi le revenu kilomètre passager, qui est l'unité qui permet de compter de mesurer la bonne santé de cette industrie, on retrouve effectivement les chiffres d'avant Covid. Et on prend toujours plus l'avion, et même en Europe. Parce que ce dont vous parliez, Béatrice, le Flixcam, je ne sais pas si vous connaissez ce mot suédois popularisé par Greta Thunberg. Moi, jusqu'à Flixcam, il y a les 2 seuls mots suédois que je connaissais, c'était Aquavit et Vasa. Et là, en fait, le Flixcam, même en Europe, ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, l'Europe aussi est sur des trends de croissance, il faut le dire. Europe, croissance, on n'est plus tellement habitué à associer les 2 mots. Mais évidemment, vous l'avez dit Béatrice, l'endroit où tout se passe, où on prend beaucoup l'avion, le plus gros des passagers, on le trouve en Asie. C'est presque 40% du nombre de passagers. Et ça ne cesse de croître. Et les moteurs, ça va continuer de croître. Et ça va continuer de croître parce que prendre l'avion, c'est le symbole aujourd'hui des classes moyennes. Pendant les 30 Glorieuses, quand on accédait à la classe moyenne, le sujet c'était avoir une voiture. Aujourd'hui, c'est prendre l'avion. Et les classes moyennes asiatiques, fort heureusement, puisque ça veut dire que les pays développés prennent de plus en plus l'avion. C'est une aspiration très, très forte. C'est lié à l'urbanisation. Urbanisation égale multiplication des infrastructures, accessibilité, aéroport, connectivité. Et donc cette équation-là fonctionne évidemment à fond dans un monde qui s'urbanise très très vite. Je rappelle qu'on sera, selon l'ONU en 2050, à plus des 3/4 de la population mondiale qui vivra dans des villes. Et quand vous regardez le nombre d'humains qui sont à moins de 100 km d'un aéroport ne cesse de croître. Donc les déterminants, on les a. Et encore une fois, ça se passe même dans des continents où il y a une sorte de débat médiatique, social, un peu moralisateur sur le thème « c'est pas bien de prendre l'avion ». Emmanuel. Oui, je rejoins Cécile. Pour nous, les économistes, c'est très simple. On aime bien mettre des chiffres.
Alors, je vais vous donner le chiffre, hein. Il y a à peu près 4 milliards de personnes qui voyagent aujourd'hui dans le monde, hein. Et il y en aura 8 milliards d'ici 2035, c'est-à-dire dans 10 ans. Vous regardez les statistiques de prévision de l'IATA, donc qui est l'association des compagnies, vous regardez l'OACI, vous regardez Airbus, hein, qui bien sûr fait des prévisions. Tous les chiffres se matchent, on devrait faire x2. Donc c'est quand même intéressant parce qu'en France, on entend en effet, comme tu l'as dit, Béatrice, un discours, on va arrêter de prendre l'avion. Alors pourquoi? Pour une raison très simple, mais super simple, mécanique. Si vous voulez prévoir le trafic aérien, et nous on l'a fait avec mon co-auteur Paul Chiambaretto, puisqu'on a travaillé notamment pour une caisse de retraite des pilotes de ligne, c'est pas très compliqué, vous prenez 2 facteurs. Pourquoi vous voyagez? Parce que vous êtes, 1, plus riche, 2, ça dépend du prix. En fait, ce qui drive le transport aérien, c'est la croissance économique mondiale et c'est le prix du billet. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez prendre tous les modèles économétriques, vous mettez 50 variables, il y a 2 variables qui expliquent 90% de la croissance du trafic. Prenons la première variable, la croissance économique. Bah, comme l'a dit Cécile, a priori, hein, on n'est pas devin, mais a priori, il devrait y avoir de la croissance économique au moins dans les pays émergents, hein, qui sont en train de décoller. Peut-être pas en Europe, ou en Europe, mais les pays émergents sont en rattrapage, donc ils ont de la croissance. S'ils ont de la croissance, ils vont se mettre à voyager. Le prix du billet, je vais y revenir dans un instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2/3 de la croissance, de la variation du trafic s'expliquent par la richesse. En d'autres termes, le poids de la richesse d'un pays est le premier facteur devant le prix. Ça veut dire quoi? Même si le prix du billet augmente, et je vais en parler, car il va augmenter fortement, même si le prix du billet d'avion augmente, vous aurez quand même de la croissance du trafic, car le prix n'explique qu'un tiers de l'évolution du trafic aérien. Alors qu'est-ce qui va se passer sur les prix? Là, pour le coup, on peut être plus inquiet. Donc en clair, si les prix restaient stables, le trafic aérien progresserait encore plus. Mais ils vont augmenter. Ils vont augmenter pour 2 raisons. D'abord, notamment en Europe, on a des obligations d'incorporation de carburants propres, les fameux SAF, hein, les biocarburants. Enfin, tous les SAF ne sont pas des biocarburants, mais c'est un autre sujet. Ça coûte très très cher. On va peut-être en parler tout à l'heure, ça coûte 4 à 5 fois plus cher. Il ne faut pas rêver, les compagnies vont reporter ça dans le prix du billet. Si elles le reportent dans le prix du billet, bah, on l'a dit tout à l'heure, vous allez voyager un petit peu moins. Et puis deuxième facteur qui va faire augmenter les prix, bien sûr toutes les taxes, pas seulement la taxe que vont se prendre les compagnies aériennes en France, hein, mais plus généralement la taxe carbone, hein, puisque le transport aérien a longtemps échappé à la taxe carbone en Europe, mais ce temps est fini. Voilà, donc pour résumer, je partage complètement ce qu'a dit Cécile. Normalement, toute chose égale par ailleurs, le trafic aérien va fortement progresser. La seule chose qui pourrait ne pas le faire progresser, c'est s'il y avait une récession mondiale d'ici 10 ans. Et un deuxième point, par contre, ce qui inquiète plus les économistes, ce n'est pas la croissance ou pas du trafic aérien. Il va augmenter. C'est le changement de composition des passagers. En fait, ceux qui voyagent moins, ce sont les businessmen ou businesswomen. Pourquoi? Notamment grâce au télétravail et notamment grâce ou à cause des consignes de politique des entreprises. C'est vrai que ce n'est pas forcément très très bien vu de faire un Paris-New York 2 fois par semaine. Là, il y a un vrai sujet. Depuis le Covid, il manque à peu près dans les avions, comparativement à avant le Covid, entre 15 et 20% de passagers. Or, il faut savoir que ce qui permet de rentabiliser les compagnies aériennes, ce n'est pas la classe éco, c'est la classe business. Donc voilà, ça c'est pour moi le vrai sujet, c'est est-ce que les femmes d'affaires et les hommes d'affaires reviendront comme avant? Mon intuition, mais ça n'engage que moi, c'est non. Et les travaux très intéressants de mon collègue Paul Chiambaretto de la chaire Pégase, qui montrent que quand on interroge les entreprises, il y a une vraie prise de conscience que voyager en avion, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et donc, on va avoir un vrai sujet, parce que s'il y a moins de businessmen, le prix du billet classe éco va augmenter. Car ce qui rentabilise un vol, c'est le vol de celui qui voyage en avant, qui finalement subventionne le billet de celui qui est au fond de l'avion. Alors merci beaucoup pour cette photographie. Donc voilà, on a la photographie de l'évolution du trafic. Dans un secteur industriel, comme dans tous les secteurs industriels, qui est traversé par cette nécessité de décarbonation de son outil de production, de production d'avions, décarbonation aussi des carburants qui sont utilisés. Donc
ce souci de décarbonation, bon, il y a plusieurs chemins technologiques qui peuvent être envisagés, l'électrique, l'hydrogène. Et donc, je voudrais entendre là les deux industriels qui sont parmi nous. On va commencer par Jérôme Daher. Bon, comme disait, c'est pas une petite start-up, Daher. Bonjour à tous, et peut-être un mot pour situer d'où je parle. Tout à fait. Daher, c'est une société française qui a 163 ans d'histoire, qui est une société familiale du secteur de l'aéronautique, qui emploie 14 000 personnes environ, et qui a 4 métiers, mais notamment la particularité d'être avionneur. On fabrique, on conçoit, on fabrique, et on vend des avions. On est le 3e avionneur français, en plus d'être un équipementier du secteur. Et vous travaillez sur de la propulsion électrique. Alors, je vais vous en dire un mot, mais peut-être avant ça, à la question qui est posée sur l'écran, moi, premier niveau de réponse, c'est de se dire peut-être que la question, c'est pas tout à fait celle-là, mais savoir un peu ce que vous avez dit, qui demain va voyager, et surtout en ce qui nous concerne, dans quel avion et avec quel type de technologie. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va débattre. Moi, j'ai quand même envie de dire un mot aussi sur cette dimension morale dont vous parliez, parce qu'il y a eu ce débat qui a surgi post-Covid, à croire que c'est la faute de l'aéronautique que le Covid, finalement, est arrivé chez nous. Alors, bien sûr, la mondialisation, bien sûr, l'imbrication, bien sûr, tout ce qu'on veut. Mais d'un certain point de vue, il faut quand même regarder ce que le transport aérien apporte dans l'histoire longue de l'humanité. Pour moi, c'est une rupture technologique qui est comparable à celui de l'invention de l'imprimerie, par exemple. C'est un élément qui rapproche les peuples, qui abolit les distances, qui abolit le temps, qui fait qu'aujourd'hui, on a un rapport au monde et un rapport à nous-mêmes qui est fondamentalement différent et qui ne changera pas. Ce qui veut dire que l'argument moral sur la décarbonation n'est pas un bon argument. La nécessité de décarboner, elle est évidente, bien sûr. Le réchauffement climatique, l'aviation y contribue, comme des tas d'autres secteurs, et ce serait d'ailleurs un mauvais argument de dire oui, mais en fait, ça représente une part marginale. Rien que nos téléphones portables consomment davantage, ou produisent davantage. Non, chacun doit faire des efforts, et nous, il faut qu'on décarbone. Mais je veux dire, cet argument moral, il faut aussi le balayer. C'est un véritable progrès de l'humanité. En tout cas, nous, on en est convaincus, et sinon, on ferait autre chose que les avions. D'ailleurs, dans nos 160 ans d'histoire, on a fait plein d'autres activités auparavant. Je reviendrai peut-être sur les aspects techno, mais je partage un peu la parole quand même, sinon. Oui. Pierre Gattaz. Merci beaucoup. Tout à fait en phase. Je crois qu'en fait, c'est une filière électronique, une filière d'excellence française. Donc en termes de souveraineté, c'est cette filière qui fait vivre des tas de gens. En France notamment, on a désindustrialisé le pays. Je dirais qu'il faut savoir qu'une filière comme l'aéronautique, en France, c'est une filière extrêmement importante pour réindustrialiser le pays. Deuxième chose, il faut savoir qu'on nous parle beaucoup de décroissance et de CO2. Alors la décroissance, moi je ne sais pas comment on gère la décroissance, ni pour un pays, ni pour un peuple, ni pour une entreprise. Donc tout le problème de l'avion à 10 ans, c'est pas la décroissance, c'est comment on fait de la croissance vertueuse, décarbonée, et c'est là où l'innovation devient extrêmement importante pour Daher, pour tous les équipementiers que je vois, pour mes partenaires, mes fournisseurs, mes clients. On est tous complètement obsédés dans l'industrie, il faut le savoir, parce qu'on a quand même des médias qui disent l'inverse. Nos salariés qu'on embauche, la première question qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Plus ils sont jeunes, plus ils nous posent cette question. Avant, c'était les 35 heures, les RTT, etc. Maintenant, c'est systématiquement l'environnement. Donc je dirais, nos clients nous le demandent, nos salariés nous le demandent, les financiers commencent à nous le demander. Donc, moi, je reviens tout à fait. C'est impossible de dire on va limiter l'aéronautique mondiale pour deux autres raisons. C'est que les Chinois et les Indiens, ils veulent voyager, ils sont de plus en plus riches. On veut leur dire non, vous n'allez pas voyager, vous allez aller sur vos plages. Ah, mais je voudrais visiter Paris. Ben non, tu n'iras pas visiter Paris, Coco. Donc, c'est complètement délirant de dire il faut limiter l'aéronautique. Je crois que les chiffres que j'ai, moi, c'est 2 fois la croissance du PIB mondial en termes de croissance annuelle de ce secteur. Et je crois qu'en effet, ça représente 3% des émissions de CO2 sur la totalité des émissions de CO2 de la planète, qui sont à 45 milliards de tonnes par an. Voilà ce que nous consommons tous ensemble. Le transport aérien, c'est 3%. Alors, c'est quand même 3%, mais ce n'est que 3%. Et je sais que moi, un Radial qui fabrique des composants électroniques, des super composants, je passe un temps infini aujourd'hui, depuis 15 ans maintenant, à travailler sur des composants beaucoup plus légers, en composite, aéré, de plus en plus de fibres optiques,
Tout ça pour réduire le poids des avions. Et quand on réduit le poids des avions, vous réduisez le niveau de kérosène que vous envoyez dans l'air, etc., etc. Il y a plein d'affaires qui se passent, technologie, chez Daher, j'imagine, l'avion électrique, l'avion à moteur à hydrogène, les nouveaux carburants dont on va peut-être parler, qui sont des pistes d'innovation incroyables. Moi, je travaille plus sur les structures des avions, sur les choses de communication interne de l'avion. Tous nos projets aujourd'hui, quasiment tous, sont là pour réduire le poids, réduire les émissions de CO2, sans compter que dans nos industries, que je connais bien, on a beaucoup de sensibilisation de nos salariés par des outils aujourd'hui comme la fresque du climat, comme des groupes de travail, comment on consomme moins d'eau, moins d'énergie, comment on recycle de plus en plus les matériaux. Nous, on a des gros travaux sur le recyclage de l'or. Avant, on extrayait l'or, on l'achetait, et puis tant pis pour la CO2, c'était il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, on fait tout pour recycler les matériaux qu'on utilise. Donc voilà des pistes, si vous voulez, qui me rendent très optimiste personnellement sur le fait qu'on va faire des avions de plus en plus économes, de plus en plus, je dirais, respectueux de l'environnement. Ça prendra du temps, parce que l'avion à hydrogène, c'est pas pour demain matin. Mais il y a une énorme volonté, motivation de tout le monde, je dirais, pour faire des avions beaucoup moins décarbonés. Et on mesure aussi beaucoup de tous les progrès. Voilà, je complète ce qu'a dit... Alors, les différents chemins technologiques. On a parlé d'avions électriques, d'avions hydrogène, de biocarburants. Vous, chez Daher, vous travaillez sur une propulsion électrique. Qu'est-ce qui est, dans tous ces chemins possibles, celui qui va s'imposer? Ou est-ce qu'on aura plusieurs modèles? Alors, c'est difficile de dire quel chemin va s'imposer et encore plus difficile de dire quels seront les standards demain technologiques, et notamment est-ce que ce sera des standards européens, français, est-ce que ce sera des standards chinois ou des standards américains. En gros, les pistes pour décarboner l'aviation, et c'est une question existentielle, hein, on l'a dit, ce sont les suivantes. La première, c'est la masse, hein, c'est ce que disait Pierre, dans tous les aspects, et notamment sur les matériaux, les nouveaux matériaux, les matériaux composites. Chez Daher, on travaille beaucoup sur ces sujets. On essaie d'enlever, on fait de la soudure par induction de matériaux composites thermotransformables qui permet d'éviter de mettre des rivets et d'alourdir. Là, je vous donne un exemple très, très concret. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, évidemment, c'est la propulsion. Propulsion hybride, propulsion électrique, demain propulsion à hydrogène. Là, il y a des projets qui sont en cours. Chez Daher, on a développé, sur la base de nos avions, qui sont des avions entre 6 et 12 places, donc vraiment le format idéal pour tester et mettre en situation réelle des innovations technologiques. On a fait avec nos grands partenaires que sont Airbus et Safran un projet qui s'appelle EcoPulse, qui était exposé au Salon du Bourget il y a 2 ans, qui est le premier avion de cette nature à avoir volé, c'est-à-dire c'est une propulsion hybride distribuée. C'est un avion qui a 6 hélices, 3 sur chaque aile en plus de l'hélice principale, et qui permet non seulement de réduire la consommation et potentiellement de tendre vers zéro, mais également qui offre des conditions de navigabilité qui sont aussi plus performantes du point de vue de la consommation d'énergie. Puis après, une fois qu'on a la propulsion, et ça c'est le premier chemin de court terme, ce sont les carburants durables, les fameux SAF qu'on a évoqués tout à l'heure. Là, on a un autre enjeu, qui est un enjeu de souveraineté d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on sait le produire dans des quantités suffisantes, à un coût suffisant, et comment on sait faire en sorte que il n'y a pas que l'aéronautique qui a besoin de ces carburants, en réalité l'automobile aussi a besoin de ces carburants. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a une répartition équitable entre ces différents secteurs? Et il n'y a même pas que ça, parce qu'il y a aussi derrière la manière dont le trafic aérien est régulé. On entend parler de nouveaux plans de vol, ce qui veut dire que l'avionique elle-même va évoluer. Donc en fait, il y a là un écosystème d'innovation qui est fantastique, et qui demain d'ailleurs probablement se développera ou permettra d'irriguer d'autres secteurs de l'économie et de produire davantage de croissance, de la croissance sobre, durable, et c'est ça qui est très important. Je pense que l'aviation finalement est un pionnier de la décarbonation globale de l'industrie. Je voulais vous entendre, Emmanuel et Cécile, justement sur cette question des biocarburants, avec 2 interrogations. Effectivement, c'est à quel prix, et c'est la capacité de production. Est-ce que sur le deuxième point, la capacité de production, on est très en retard, et qu'est-ce qu'on devrait faire, Emmanuel? Réponse en 2 temps, si tu m'autorises. Juste, je voudrais prolonger ce qu'a dit monsieur. Mais je vais répondre. Hein. Je ne fuis pas ta question sur les biocarburants. Mais je reviendrai avec ma question. Mais vraiment, en 2 mots, je trouve que c'est très important ce que vous avez dit. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y aura pas une solution pour décarboner. La solution technologique dont vous avez parlé, elle est à long terme.
L'avion électrique de 180 places, c'est pas pour demain. L'avion hydrogène, même chose. Hein. Airbus, c'est 2035. Donc ça, on voit bien, la technologie, c'est plutôt un horizon de 10 ans. On va pas attendre 10 ans. Il va y avoir un tuilage de technologie. Oui, et alors non, je ne parle même pas de technologie. Le premier levier pour décarboner, on le connaît tous, c'est renouveler les flottes. Parce qu'un avion neuf consomme, avec ses moteurs, hein, entre 20 et 25% de moins qu'un avion d'ancienne génération. Il y a simplement 25% de la flotte mondiale qui est, entre guillemets, moderne. Or là, on se heurte à un problème énorme que je ne vais pas développer ici, on va peut-être en parler tout à l'heure, c'est la question des cadences. On ne produit pas assez d'avions. Donc si vous voulez décarboner, le premier levier à très court terme, c'est pas la technologie, pardon, hein, c'est génial la technologie, c'est produire plus d'avions. Or là, on a un problème, en effet, de goulot d'étranglement chez les sous-traitants, manque de main-d'œuvre, etc. Il y a un deuxième levier qu'a évoqué monsieur qui est super important, c'est l'optimisation des trajectoires de vol. Ce qui veut dire aussi qu'il faut peut-être réformer le trafic aérien. Il n'y a toujours pas de ciel unique en Europe. Donc vous voyez, la solution à la décarbonation, c'est la technologie à très long terme, mais ce n'est pas que la technologie. Maintenant, je réponds à ta question, c'est la quatrième solution. Les SAF, qu'on soit bien d'accord, les SAF, ce n'est pas une innovation technologique, ça utilise les moteurs existants. Vous prenez un moteur existant et vous remplacez le kérosène par du SAF. Mais comme tu l'as dit, le problème principal du SAF... Peut-être expliquez-nous ce que c'est exactement. Je préfère laisser les spécialistes, hein, parce qu'il y a différentes technologies de SAF. Il y a les biocarburants, hein, mais vous avez aussi les carburants synthétiques. Hein. En tout cas, ces carburants-là sont premièrement très très coûteux à produire. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas encore... De l'ordre de combien? De l'ordre de 4 à 5 fois plus cher. Or, comme vous avez des obligations en Europe d'incorporation de biocarburants dans les compagnies aériennes, hein, je crois que c'est 5% aujourd'hui, on montera à 60%, bah, mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer? Le prix de votre billet d'avion va augmenter. Les compagnies aériennes ayant des marges, hein, c'est une industrie, on ne fait pas de marge. Hein. L'aérien, c'est une industrie de pauvres. Hein. Quand vous regardez les marges des compagnies, c'est 3-4%. Donc si elles doivent utiliser plus de SAF, elles vont augmenter leurs coûts. Si elles augmentent leurs coûts, elles augmentent leur prix. Et donc vous allez moins voyager. Le premier problème, le problème du coût de production. Le coût du carburant, c'est combien On a une idée du combien? Ça dépend des compagnies aériennes. Tu veux dire le prix de... Ça, j'ai pas les prix en tête. Mais par contre, je sais que... Dans la construction du prix du du compagnie, ça dépend des compagnies. Pour une low cost, pour Ryanair, c'est 40%. 40% de son coût, c'est le kérosène. Pour Air France, on est plutôt autour de 25%. Donc c'est un déterminant, mais essentiel, du coût du billet. Et puis la deuxième question que tu as abordée, c'est au-delà du coût de production, il y a la capacité à produire en grande quantité. Voilà. Alors, je n'ai pas le chiffre par cœur, donc je vais lire ma fiche, hein, parce que c'est assez éloquent, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'en produit quasiment pas en Europe. Hein, je regardais les derniers rapports sur la question. Hein, on est sur des écarts. Voilà, on produit 1,5 million de tonnes de SAF dans le monde. Hein, retenez bien ce chiffre, 1,5. Les prévisions de l'IATA, il faut en produire 23 millions en 2030. Il faut produire 20 fois d'ici 6 ans et 430 millions d'ici 2050. Si on veut respecter les engagements, je vous rappelle, en Europe, quand vous prendrez un avion en 2050, 60% de son kérosène, de son carburant, sera un SAF. On a un énorme problème en Europe, c'est qu'on ne sait pas produire en grande quantité les biocarburants. Et ça, c'est un problème peut-être de politique. Pourquoi ? Il faut demander aux acteurs, moi je ne suis pas assez qualifié pour répondre à cette question, mais en tout cas on est très très en retard. Cécile. On a ce problème-là, mais je pense qu'on a surtout un problème de méthodologie. C'est-à-dire qu'en Europe, on impose, comme ça vient d'être dit, une part de ce type de carburant obligatoire. C'est pas ce que font les autres. Et le paradoxe incroyable, Emmanuel vient de le dire, c'est qu'on impose une part de carburant qu'on ne produit pas nous-mêmes. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer que c'est-à-dire qu'on va importer des SAF produits avec de l'énergie plus ou moins propre, hein, parce qu'on est quand même le continent où on a l'énergie la plus propre globalement, parce qu'on s'est imposé non pas j'allais dire, on n'est pas dans une logique d'objectif, baisser les émissions de CO2. Mais on aurait pu imaginer que ça structure une filière. Voilà, structurer la filière en disant, voilà, vous, la filière, votre chemin de baisse d'émissions de CO2, c'est ça. Après, les technologies, la méthodologie, vous choisissez, c'est vous qui savez. C'est pas nous, parlementaires européens, qui savons ce que c'est qu'un SAF, comment on le fabrique, ses coûts de production, la chaîne de valeur industrielle, c'est pas nous qui savons. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Donc moi, je pense qu'on a un problème de méthodologie incroyable en Europe qui aboutit à choisir une méthode très chère, parce que oui, la transition, ça va coûter cher, mais c'est pas une raison pour alourdir encore son prix. Et en plus, en important de pays sur lesquels on n'a absolument pas la main sur le mix énergétique. Je vous passe juste le fait qu'avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui,
on va lâcher les vannes sur les fossiles. Donc, certes, on continuera de produire de l'énergie propre aux États-Unis parce que ça rapporte de l'argent, mais donc c'est une méthode, moi, que je trouve totalement absurde, qui a un objectif très vertueux, mais qui aboutit à alourdir le coût. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'Emmanuel a rappelé, effectivement, pour un low cost, c'est 40% du prix du billet. Or, l'Europe, le marché de l'aérien en Europe, c'est un marché du low cost. On peut se dire les choses comme on veut. C'est un marché du low cost parce que court distance et tout. Enfin, et donc, c'est vraiment, je trouve, du point de vue européen, une logique qu'on a du mal à suivre, encore une fois. Et assez, oui, Pierre Gattaz. Sur ce sujet-là, je peux être intéressable, mais une patronne de Business Europe qui m'a succédé au sein du patronat européen avait dit une phrase formidable: les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent. Ils sont tous les secteurs. Donc si on a accumulé aujourd'hui un degré, une boulimie, une logorée de normes dans tous les secteurs, on voit bien sur la voiture électrique, où si on donne des objectifs à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, neutralité carbone en 2050, bravo, etc., des grands objectifs. Et puis à nous, industriels, et à nous, de faire le boulot de trouver le chemin. Sur le carburant, sur les composants, sur la légèreté, sur l'amélioration des flux aussi, sur les aéroports, parce que la logistique d'aéroport coûte beaucoup d'argent aussi, hein, les avions qui se déplacent, etc. Donc il y a plein d'idées, comme on le disait, il y a plein d'idées. Mais si on commence à nous dire, vous devez suivre telle et telle norme, comme dans le bâtiment, comme dans la voiture électrique, etc., là vous asphyxiez, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Moi, je suis quand même assez inquiet de la façon dont on prend le monde et la vision du monde en Europe et en France sur toutes ces grandes filières d'excellence européennes, alors qu'il y a 2 mots importants, c'est la croissance, c'est la liberté, c'est l'innovation. La croissance, c'est fondamental. Personne n'a pu me démontrer comment on fonctionne avec pas de croissance. Donc ça, c'est le premier point. La liberté, l'avion, c'est la liberté. Je suis désolé, comme la voiture a été la liberté, elle est toujours. On est dans un environnement liberticide à tout point de vue. On casse tous les rêves aujourd'hui. Les rêves de voyager, les rêves de travailler, de créer sa boîte, etc. Parce que vous avez un monceau de normes qui vous interdit de faire des trucs. Donc arrêtons la connerie, excusez-moi. Et puis l'innovation. Et l'innovation, on n'en parle pas beaucoup en Europe et en France. On est très loin des Chinois et des Américains, notamment en termes de pourcentage d'innovation par PIB. Il nous manque 1 ou 2 points, je crois. Les Coréens du Sud avancent très très fortement. L'innovation, pour moi, est un moyen qui va nous permettre de régler 80% des grands défis de l'humanité, que ce soit l'environnement, l'énergie, le vieillissement de la population, les problèmes de digital et d'IA, qui sont des grandes transitions à venir. Donc tout ça, si vous voulez, si on nous dit « Non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous devez suivre 80 codes, 50 000 normes, on va alourdir la fiscalité par-dessus pour vous mettre ça sur la tête », là, je dirais, le futur est un peu inquiétant. Mais on va se battre. Jérôme, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit qu'il s'est passé quelque chose de fondamental dans l'industrie mondiale aéronautique en mai 2023 en Chine. C'est le premier vol commercial de Comac. Et quand on se dit pourra-t-on prendre l'avion dans 10 ans, c'est aussi quel avion pourra-t-on prendre dans 10 ans. On voit bien aujourd'hui, on a Boeing qui est dans une situation cataclysmique. Airbus qui a des carnets de commandes faramineux qui ne sait même pas comment les produire. Et puis on a effectivement Comac, la Chine. Est-ce que c'est un concurrent très sérieux, très sérieux, ou alors on est, nous, Européens, dans une situation rêvée parce que Boeing ne va pas bien en ce moment? C'est une question compliquée parce que le marché de l'aéronautique aujourd'hui, si je ne parle même pas de Comac, c'est un marché qui est dominé par 2 acteurs, c'est un duopole. Et on pourrait penser que lorsque l'un des 2 acteurs va mal, ça fait les affaires de Voilà, on pourrait naïvement penser ça. On pourrait le penser. Il faut avoir en tête que Boeing achète environ 7 milliards d'euros chaque année à l'industrie aéronautique française. Donc, aux sous-traitants. Aux sous-traitants. Quand Boeing a un problème, la sous-traitance française a un problème. Il se trouve que cette sous-traitance est aussi celle d'Airbus, d'ailleurs prioritairement et peut-être même principalement celle d'Airbus, mais qu'elle se retrouve du coup confrontée à des difficultés qui rejaillissent potentiellement sur le 2e acteur.
Le plus gros fournisseur, je pense, de Boeing s'appelle Safran, le motoriste français, et derrière, c'est toute la chaîne. Donc premièrement, on ne peut pas se réjouir des difficultés d'un des deux acteurs. Et on peut d'autant moins s'en réjouir que, effectivement, dans l'Orient lointain, on a un État qui a les moyens d'investir pour développer un avion plus ou moins copié aujourd'hui et demain, comme dans l'automobile, qui sera améliorable et qui... Ils peuvent aller très vite. Dans le nucléaire. Donc on a ce double enjeu de décarbonation et de souveraineté. Et d'une certaine manière, pour moi, les deux sont liés. Parce que dans les deux cas, pour nourrir l'innovation dont on a besoin pour avoir des avions qui seront toujours meilleurs que ceux de nos concurrents, et ayant en tête que finalement l'aéronautique, ça reste une des seules filières d'excellence industrielle française et européenne. On en a eu d'autres qu'on a laissé se désagréger. Donc, il nous faut une filière française d'ailleurs qui ait vraiment pleinement conscience d'elle-même, ce qui est globalement le cas, mais qui parfois connaît quelques hoquets. Donc pour ça, pour pouvoir innover, pour avoir des avions meilleurs et plus performants, mais aussi des avions décarbonés, parce que moi j'entends le SAF, c'est vrai, mais le SAF, ça n'est que finalement une technologie de transition pour toutes les questions qu'on a dites. Donc il faut que ce long terme dont on parlait devienne plutôt un moyen terme, ces ruptures technologiques. Mais pour ça, il faut investir massivement. Pour investir massivement, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut être rentable. Et ce qui nous ramène au point de départ. Il faut une filière qui soit consciente d'elle-même et qui soit accompagnée, parce que sinon, demain, effectivement, d'abord, on aura Boeing qui un jour va sortir. Et alors, du coup, ça aura quelques effets positifs, oui. Mais on ne sait finalement pas comment. Hein. Ayons en tête ce qui est en train de se passer aussi dans le secteur spatial. Ça a l'air, le spatial et l'aéronautique sont pas les mêmes secteurs, enfin, ce sont des secteurs qui vivent quand même beaucoup de choses en commun. On a Ariane, on avait la NASA, on a des grands acteurs, et puis on a des acteurs américains d'un nouveau genre, start-up, là, en l'occurrence, qui font des voitures électriques et qui disent, nous, on va vous faire des fusées, vous allez voir, elles vont atterrir, elles vont venir. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est beaucoup plus compliqué, ils ne savent pas de quoi ils parlent. On ne l'a pas cru. On ne l'a pas cru. Bon. Tous les Européens ont ri. Qu'est-ce qu'il adviendra de Boeing si Boeing va mal demain? Quels sont les chemins technologiques qu'il peut y avoir dans le compte? Bon. Donc oui, il y a un danger, oui, il y a un risque. Il faut qu'on ait une aviation, une industrie aéronautique française et européenne qui soit forte. Pour ça, il faut qu'elle soit rentable, qu'elle soit en mesure d'investir dans la techno, qu'elle soit en mesure d'investir dans la décarbonation pour rester un fleuron qui par ailleurs produit des emplois, et dans un monde qu'on connaît ou avec des supply chains qui sont de plus en plus difficiles, avec un climat international complexe qui n'est pas celui d'un long fleuve tranquille, je pense qu'on en a d'autant plus besoin. Emmanuel. Oui, j'aurais une opinion plus réservée que vous. Donc on parlait de l'avion chinois. Sur le plan technologique, je ne suis pas ingénieur, mais tout le monde dit que c'est parfait. Donc c'est pas, ma remarque n'est pas sur les qualités technologiques, mais vous aurez tous remarqué qu'on est quand même dans une guerre commerciale et technologique avec les États-Unis et la Chine. Autant vous dire qu'avant que l'avion chinois soit certifié par la Federal Aviation Authority, je pense qu'on peut déjà dormir sur nos deux oreilles pendant 5 ans. Je vois mal. Juste un mot, aujourd'hui, ils volent avec des avions européens et américains en Chine. J'ai pas fini. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas vendu aux États-Unis, il ne sera pas vendu, à mon avis, en Europe, il sera vendu et il est déjà vendu, vous avez raison, sur le marché chinois. Donc oui, c'est une menace pour l'instant. En tout cas, on ne voit pas cet avion dans un horizon de temps raisonnable être certifié aux États-Unis dans un contexte de guerre technologique et commerciale. Deuxièmement, ils produisent un modèle qui est à peu près l'équivalent de l'A319 à 320, c'est le C919. Or, vous le savez que le marché du transport aérien, c'est quand même beaucoup aussi du long courrier. Ils ne sont pas présents sur ce segment. Et puis on l'oublie, vous l'avez dit vous-même, un avion, c'est pas un fuselage. Un avion, c'est de l'avionique et des moteurs. J'en suis sûr, l'avion Comac, il vole avec des moteurs Safran, GE, ou Rolls-Royce. Donc attention là aussi, l'idée de l'avion chinois, un avion n'est pas plus chinois je vous rappelle qu'un Boeing 787, en effet, est un avion en réalité mondial. Il y a un très très beau graphique de l'OCDE sur où est fabriqué le 787. Il est assemblé à Seattle, je crois. Mais quand vous regardez les pièces, vous l'avez dit vous-même, certaines viennent de Toulouse, d'autres d'Italie, d'autres du Japon. Un avion, c'est un produit mondial. Or, on voit bien que ce qui fait une des parties de la valeur ajoutée de l'avion, c'est quand même l'avionique et les moteurs. Or, les Chinois, pour l'instant, leur Comac, ils volent avec de l'avionique européenne. Et je pense que Donald Trump va leur mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, en essayant de bloquer tout ce qui est transfert de technologie. Donc moi, je suis moins inquiet que vous quand on regarde un peu les prévisions à horizon de 4-5 ans.
le COMAC, c'est quand même pas le sujet numéro 1 de menace pour les Européens ou les Américains. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre? Oui, moi je connais assez bien ma société Radial livre à Boeing, Airbus et COMAC depuis plusieurs années chez COMAC. En effet, ce sont des gens qui ont copié tout. J'ai plein de connecteurs dans les avions COMAC. Il y en a deux. Il y a le C919 et le C929. Ils mettent beaucoup de temps à le mettre au point. C'est plein de technologies françaises, européennes. Mais il faut savoir que ce sont des copieurs incroyables. Ils ont copié toutes les voitures allemandes pour en faire une voiture électrique. Donc prendre le lead. Donc ça, c'est quand même le danger des Chinois, c'est que c'est très agréable, c'est des marchés énormes, mais derrière, il faut savoir être toujours devant en innovation, en brevets, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils sont en train de préparer, les Chinois, des voitures volantes. Je suis aussi, comme fournisseur, je fournis en ce moment des composants pour des futurs taxis volants. Voitures volantes qui sont en train de préparer, alors je ne sais pas à quel horizon, 5 ou 10 ans. Donc il faut savoir, si vous voulez, que ce qui est très intéressant avec les Chinois, c'est qu'ils poussent la concurrence et l'innovation à l'extrême. Donc à nous, Européens et Français, de savoir qu'en face de nous, on a deux géants. On a les États-Unis qui sont à fond sur l'innovation, qui mettent des capitaux énormes, et les Chinois qui sont en train de se réveiller de façon très très évoluée. Donc je pense que là, il y a une filière d'électronique, Mil Aerospace, française, européenne, incroyable. Je pense qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. Franchement, j'en vois de partout dans le monde entier. Dans ces secteurs-là, je crois qu'on est vraiment, les Français sont très très forts. Ne laissons pas tomber ces trois activités, Mil Aerospace, parce qu'on peut faire vraiment les 50 prochaines années et de décarboner tous ces systèmes-là. Cécile. Oui, juste deux points sur lesquels j'aimerais réagir. Je ne suis pas une experte de ces composants, mais par rapport à la guerre commerciale qui s'annonce quand même, je pense qu'il y a quand même un élément qui va être intéressant à observer, c'est comment les Chinois vont jouer ou non sur ce qui est pour l'instant leur monopole, c'est-à-dire les terres rares et le raffinage des terres rares. Parce qu'il y en a quelques-unes, me semble-t-il, dans les technologies dont on parle aujourd'hui. Et donc, face à un Trump qui va évidemment sortir toute l'artillerie, y compris contre nous d'ailleurs, en matière de sanctions commerciales, le sujet des terres rares ne va pas être un sujet anodin. Parce que pour l'instant, je le répète, les terres rares, en gros, elles ne sont pas rares du tout, mais c'est que les Chinois, on leur a laissé concrètement le monopole. C'est à peu près comme si 90% du pétrole était raffiné dans un seul pays. Donc vous imaginez, voilà, c'est ça qui se passe. Donc ça va être intéressant de voir ça. Deuxième point aussi par rapport à ce qu'on se dit sur l'innovation, je pense qu'il y a une idée qu'il faut qu'on s'enlève de nous, Européens, de la tête, parce que finalement, quand on parlait des réglementations, notre autre expertise, c'est que finalement, quand ça ne suit plus, on va subventionner. Ça ne marchera pas dans le contexte dont on parle, des besoins d'investissement et tout, la subvention ne marchera pas. Et rappelons-le, une vérité très simple, la meilleure subvention, c'est la taille du marché. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité face à cette filière d'excellence. Je pense qu'il faut le dire, on est en train de tuer ce qui était une autre filière d'excellence, la filière automobile thermique en Europe. On est en train de la tuer. Là, c'est une filière d'excellence qu'on a, où on est très 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 bon. Donc il ne faut pas imaginer qu'on s'en sortira si jamais on a face à nous des géants qui s'affrontent à coups de dizaines de milliards avec des subventions. Non, il faut pouvoir innover et avoir accès à un très grand marché, pas seulement le marché européen. Alors il y a un mot qu'on sait très bien utiliser en France, c'est la taxation. Alors la taxation sur les billets d'avion, la taxation sur les compagnies. Et je voudrais entendre Emmanuel sur ce sujet-là qui est intarissable, et il nous dit il faut tout remettre à plat. En tant qu'économiste, je vais peut-être vous choquer, puisque comme vous, je suis aussi un passager, donc je préfère des prix bas à des prix élevés. Mais en tant qu'économiste, on trouve normal que lorsqu'on émet de la pollution, on paye. C'est le fameux principe pollueur-payeur. Voilà. Les économistes ont toujours pensé que la morale n'a jamais rien résolu dans le monde. Si je vous dis que ça coûte plus cher, vous achetez moins. Donc, mettons une taxe, ça fera monter le prix. Donc sur le principe, moi je ne trouve pas ça, bien que je sois spécialiste de l'aérien, ça ne me choque pas. Qu'on mette des taxes dans la mesure où l'aérien, comme les autres secteurs, pollue. Là où ça me gêne, c'est que la manière dont on le fait. D'abord, il y a plein de taxes dans l'aérien, on ne le sait pas, c'est un secteur qui est taxé. Donc en fait, on vient empiler une nouvelle taxe sur d'autres taxes dont on ne comprend pas très bien le fondement. Donc premièrement, on aurait dû, à mon avis, tout refondre et tout mettre sur de la fiscalité écologique. Secondement, moi je comprends une taxe sur l'aérien si cette taxe est affectée, par exemple, pour financer la R&D
dans l'aérien. Là, il y aurait une relation de cause à effet. Hein, je vous taxe, je vous fais payer, vous allez payer comme votre vol européen 9,50 € de plus. Et si vous faites un Paris-New York en business, ça sera à peu près 120 € de plus. Pourquoi pas? Je veux dire, après tout, hein, quand on va à New York, on pollue. Moi, pollueur, payeur, ça ne me choque pas. Mais que cet argent-là soit affecté au moins, par exemple, à la création d'une filière de biocarburants. Or, on ne sait pas très bien, ça va revenir au budget général, et c'est toujours gênant, hein, parce qu'on ne sait pas très bien finalement pourquoi on paye. On paye peut-être pour financer des dépenses publiques inutiles. Donc ça, c'est le second point. J'aurais aimé que la taxe soit affectée. Troisième point, on dit qu'on va taxer l'aérien parce qu'il est polluant. Oui, il est polluant. Mais il y a plein de moyens de transport qui sont polluants et même beaucoup plus polluants. À ce moment-là, il faut être cohérent. Si on veut taxer tous les moyens de transport polluants, il fallait taxer également le transport routier de marchandises. Donc on l'a fait, et ça n'engage que moi, hein, on a taxé l'aérien parce que c'est facile. C'est facile, ça parle généralement à tout le monde en disant finalement ceux qui prennent l'avion, c'est qu'ils sont riches, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et donc ça passe bien politiquement. Mais ce n'est pas cohérent. Soit on taxe tous ceux qui polluent, soit on ne taxe personne. Mais là, il y a un petit côté à deux vitesses qui me gêne. Et puis un dernier point, c'est que vous allez voir ce qui va se passer. Puisque la taxe ne s'applique qu'en France, si vous voulez faire un Paris-New York, donc vous allez faire Nice-Paris, Paris-New York, donc vous allez payer 2 fois la taxe. Nice-Paris, et puis après Paris-New York. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez faire Nice-Francfort, et après vous ferez Francfort-New York. Donc c'est pas très malin de faire une taxe nationale quand on sait que les passagers, eux, ils sont un peu malins, ils peuvent arbitrer entre les hubs. Donc vous voyez, en fait, l'idée, comme toujours, on a plein d'idées en France, hein, l'idée n'est pas stupide. À titre personnel, j'ai toujours pensé en tant qu'économiste qu'une taxe carbone, c'est juste normal. Un principe pollueur-payeur, c'est normal. Mais sa mise en œuvre est quand même un peu bancale pour rester poli. Et on va avoir des effets pervers. Vous allez voir les effets de détournement de trafic, notamment vers d'autres hubs européens. Pierre ? Bon, c'est un de mes sujets préférés en ce moment, la taxe, les taxes sur les entreprises, sur les ménages, enfin le délire qu'on entend à l'Assemblée nationale depuis la dissolution. Donc je vais garder ma colère très sourde. Mais si vous voulez, taxer, en effet, pollueur-payeur, ça me paraît très bien sur le plan mondial. C'est-à-dire, on se met tous d'accord, il faut avancer sur l'écologie, sur l'environnement, il faut aller plus vite. Et là, on fait quelque chose tous ensemble. Mais s'il s'agit que nous, petits Français, avec nos petits bras, on va taxer, je dirais, tout seul, dans notre coin, encore plus, encore et encore, sans créativité, parce que c'est presque la solution d'hyper-facilité, de lâcheté, je dirais, de taxer. Donc il faut arrêter la taxation, d'imaginer. Là, vous avez vu, on veut taxer les chiens, pourquoi pas les poissons rouges, les tortues. Non, mais je dirais, c'est du délire absolu en ce moment. Donc là, il faut tout simplement qu'on... Alors, moi, on m'attaque sur les cadeaux aux entreprises. Vous avez pris plein de cadeaux aux entreprises, le CICE, le crédit impôt recherche, machin. Où sont les 100 milliards? Mais je dis, écoutez, on a un niveau d'impôt, de prélèvement obligatoire en France qui est extrêmement élevé, de 45% du PIB, le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. On a été obligé d'inventer malheureusement des niches fiscales parce que ce niveau de la mer de fiscalité est trop élevé. Donc on a inventé des tas de mitages de ce niveau. Donc si on nous dit le niveau de la mer de la fiscalité va baisser de façon normale, moyenne européenne, on rend toutes les aides. On ne veut pas d'aide, on veut de l'air. Donc je pense que si vous voulez penser encore une fois à taxer, me paraît complètement délirant et très franco-français malheureusement. Cécile ? Oui, quand on revient en fait au motif de la taxation, je rejoins tout ce qui a été dit par Emmanuel et Pierre, on taxe pour dissuader. En réalité, c'est l'idée. La taxe est faite pour changer les comportements. Donc vous voulez prendre l'avion, on vous dit là tu vas payer une taxe. Et donc en théorie économique, si je ne me trompe pas, soit vous n'allez pas du tout prendre l'avion, ne pas vous déplacer, ou soit vous allez dire je vais faire autre chose. Et alors là, vous faites quoi? Vous regardez le prix d'un billet de TGV. Pas besoin de faire un dessin. Vous prendrez quand même l'avion. Et l'idée, et c'est pour ça que ce qu'Emmanuel a dit est très très important sur les taxes affectées. Alors il faut savoir que Bercy déteste les taxes affectées parce que ça les empêche de gérer magnifiquement la dette française. Mais en réalité, l'idée de dire on va taxer et donc les gens prendront le train, ça rate un objectif qu'il faut que les coûts du train baissent massivement en France pour que les gens prennent le train à longue distance, tout simplement. Si je me mets juste dans un cadre franco-français. Et c'est pas en taxant l'avion que les coûts du train vont baisser. Chaque moyen de transport doit attaquer le propre sujet. Considérable à faire dans le ferroviaire. Et
et dans l'aérien aussi, on vient de le dire. Les investissements de décarbonation, faut quand même, dans le milieu énergétique, on dit toujours la dernière goutte de pétrole ira dans un avion, parce que c'est le moyen de transport le plus difficile à décarboner. Il n'y a pas de solution facile, on en a parlé avant. Donc c'est pour ça, chaque moyen de transport doit travailler sur ses propres coûts. Et l'idée d'une taxe qui part comme ça, effectivement, dans un gros trou, ne permettra pas de baisser le coût du train, parce qu'on a par ailleurs en France, et c'est pour ça que, par exemple, interdire les vols de moins de 2h30, ça ne répond pas du tout à la problématique. Ça ne répond pas à la problématique qu'aujourd'hui, on paye notre train beaucoup trop cher en France. Point. Emmanuel. Mais pire que ça, on a interdit, je crois que c'est Orly-Bordeaux, il y a 5 lignes. Hein. Avant, quand vous deviez aller de Orly à Bordeaux, vous aviez le choix entre le train et l'avion. Donc le train était en concurrence avec l'avion. Il n'y a plus de concurrence. Mécaniquement, les prix du train augmentent. Personne ne s'est posé la question de savoir si empêcher un vol, n'avait pas un effet mécanique sur le prix du billet de train. Vous savez, la concurrence, c'est ma spécialité, ça marche. Hein. Quand il y a une alternative en moins, ça fait monter les prix. Donc je suis persuadé, on ne l'a pas encore montré, on voudrait faire un papier de recherche avec Paul là-dessus, on est persuadé qu'il y a eu un effet prix du fait qu'on a supprimé des lignes directes. Vous n'avez plus de substituts. Pour aller rapidement de Paris à Bordeaux, vous aviez 2 moyens rapides, on n'avait plus qu'un. Ça fait monter les prix. Alors, il nous reste quelques minutes. Je crois qu'il y a un micro qui peut circuler dans la salle. Qui veut poser une première question? Madame et monsieur, derrière. Et puis, je vois plein de jeunes au fond. Je suis persuadée qu'ils ont plein de questions à poser sur l'avion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la connerie administrative de l'Europe? Parce ça, c'est pas que l'avion, madame. Hein. Ce que vous dites sur l'avion, mais on l'entend avec les agriculteurs, on l'entend avec la bagnole qui est un vrai désastre. Tout ça parce qu'on a fixé des trucs qui ont un sens administratif, mais c'est tout, qui n'ont aucun sens économique ou industriel. Alors faites quelque chose. Qui répond à cette question-là? Pierre, c'est votre sujet. C'est un combat qu'il faut mener, qu'il faut continuer de mener. Il faut dire les choses, il faut avoir le courage de dire les choses, il faut arrêter de se cacher derrière notre ombre parce qu'il y a la pensée unique sur des tas de sujets. Et je pense beaucoup à la France, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut avoir le courage de dire les choses comme on vient de se le dire sur l'aéronautique. Il y a des tas de tables rondes sur tes 3 jours. Et puis je pense qu'il faut que alors j'ai prêché un peu pour ma paroisse, mais je pense que les entreprises et leurs collaborateurs, on représente en France 24 millions de personnes, on doit parler beaucoup plus, pas prendre le pouvoir, mais si vous voulez, il y a un monde médiatique qui existe, que vous connaissez, il y a un monde politique, administratif que vous connaissez, et qui connaît pas ce qu'on fait. Et moi, c'est ça qui m'effraie, c'est que pendant mes 5 ans au MEDEF, j'ai vu des gens qui ne comprenaient pas ce que c'était que la création de valeur, l'importance de créer du cash, l'importance d'innover. Ils n'étaient pas dans notre monde. Et je pense qu'il faut pousser à beaucoup moins d'administration, beaucoup moins. Donc privatiser à mort tout ce qu'on peut privatiser et faire que les gens qui sont susceptibles de prendre des responsabilités politiques ou administratives aient passé 2, 3, 4, 5 ans dans les entreprises avant. Et j'ai poussé même l'impertinence de dire qu'il faut que nos énarques et nos Sciences Po passent au moins 2 ans, 3 ans dans nos entreprises en mettant de l'argent dans les entreprises. Ils investissent dans l'entreprise, ils mettent 20 000, 30 000, 50 000 euros. Et ils savent ce que c'est qu'après, que de gérer du cash, que de gérer des hommes et créer de la valeur. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, eh ben, on aura un DE2 sourd. Et on aura des gens, et quand je vois l'Assemblée actuellement, mais excusez-moi, mais il y a plus de 60% des députés qui touchent des subventions et des indemnités parce qu'ils ne sont pas des salariés, ce n'est pas des chefs d'entreprise, ce n'est pas des médecins. Donc ils touchent. Et ils touchent par qui? Par les impôts que nous versons. Donc c'est formidable, ça. Plus il y a d'impôts, plus ils vont toucher. Voilà. Donc excusez-moi, je suis un petit peu impertinent, mais j'en ai marre de ne pas dire les choses, vous voyez, donc je l'ai dit. Et je pense qu'il faut continuer de se battre sur ces sujets-là. Il faut faire du trotskisme libéral. Trotskisme sur la forme, libéral sur le fond. Voilà. On retiendra la formule. Trotskisme libéral. Cécile, alors le trotskisme libéral, c'est un truc qui vous parle? Le concept est vraiment très intéressant. C'est la première fois que je l'entends. 2 réponses rapides. Il y a un député européen qui s'appelle Axel Voss qui a ouvert une boîte à idées ouverte à tous les citoyens sur donnez-moi vos idées de simplification est en Europe. Donc voilà, il l'a ouverte, je crois, hier.
Et puis ma deuxième réponse, ce sera, je pense que ce qui va se passer du côté des États-Unis va quand même, espérons-le, changer un petit peu les choses en Europe parce que ça va être assez violent. Donc il y avait une question, monsieur. Alors moi j'aimerais revenir sur le contrôle aérien parce que c'est un sujet passionnant. Je crois que les retards d'avion, c'est 64 milliards d'euros en coût pour les compagnies aériennes et les passagers par an au niveau IATA dans le monde. Et en Europe, on a lancé un projet qui s'appelle César en 2007, qui est le ciel unique européen. On devait faire voler les avions droits en trajectoire directe depuis 2010, 2011. Je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose avancer, mais à chaque fois, je vois des contrôles aériens en Europe. On est sur un débat de savoir si ceux d'Orly vont aller à Roissy, alors que la Suède a 20 tours de contrôle enfouis à Stockholm. Rapidement, d'abord, vous avez raison, c'est un point important, hein, on le disait tout à l'heure, c'est un levier de décarbonation, c'est l'optimisation des trajectoires de vol. Et pour ça, il faut un ciel unique européen, c'est un serpent de mer. Le projet, il a été lancé en 2001. Alors, pardon, les estimations, on estime que si on avait un trafic aérien qui fonctionnait bien, donc on optimise les délais d'attente, notamment ce que vous disiez, hein, on diminuerait à peu près les émissions de CO2 de 10%. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas rien, 10% quand même. Alors pourquoi on le fait pas ? La réponse est un peu dans la question, c'est que l'Europe, c'est 27 États. Chacun est jaloux de sa souveraineté. Et donc ce sont des négociations qui n'en finissent pas. Notamment, je ne vais pas les pointer du doigt, mais il y a quand même un sujet contrôleur aérien. Et donc on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a pas d'avancée véritable et que la belle idée du ciel unique, qui a maintenant plus de 20 ans, ça reste pour l'instant un concept très largement théorique. Et chaque fois qu'on évoque le sujet, il y a des grèves, notamment de nos amis du contrôle aérien. Donc c'est un sujet hautement sensible et pour lequel il y a très peu de coopération européenne. Mais c'est un vrai levier de décarbonation. Une autre question ? Bonjour. Alors, au vu de tout ce que vous avez annoncé depuis tout à l'heure, donc augmentation des taxes, augmentation pour le prix des billets, tout ça, comment peut-on être sûr que nous allons continuer à évoluer, à prendre l'avion, à continuer à avoir une augmentation de la prise de l'avion, tout simplement ? Parce que quand on pourra se l'offrir, c'est ça ? Voilà, parce que les prix vont augmenter et les gens ont de moins en moins d'argent. Donc, comment on peut justifier, comment on peut dire oui ? Il y aura toujours autant de personnes on a qui donné prennent la l'avion. réponse tout à l'heure, c'est qu'on sait que ce qui détermine la croissance du trafic aérien, c'est la richesse. Donc plus vous devenez riche, or il n'y a pas que la France dans le monde, il y a plein de pays pauvres qui sont en train de devenir riches, ça s'appelle des pays émergents. Comme ils deviennent plus riches, ils se mettent à voyager. C'est cet effet-là. En fait, la croissance du trafic, elle n'est pas en Europe. Hein. La croissance du trafic, elle est portée par l'Asie. Hein. Donc ça répond partiellement à votre question. Le premier déterminant de la croissance du trafic, ce n'est pas le prix, c'est la richesse. 2/3 de l'explication, c'est la richesse, 1/3, c'est le prix. Mais là, vous avez raison, c'est plus le prix du billet d'avion va augmenter, moins la croissance sera forte. Mais aujourd'hui, les scénarios, on est bien d'accord, c'est ce qu'on se disait au début, les scénarios, c'est des scénarios de croissance. Ça veut dire que ça va devenir un service, un produit de riche chez nous ? Peut-être, je ne sais pas. Quoique avec les low cost, on a quand même des billets qui restent quand même très peu chers. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les meilleures estimations aujourd'hui, c'est qu'on est à 4 milliards de passagers en 2024. Les meilleures estimations, c'est-à-dire celles faites par les compagnies elles-mêmes, hein, on serait à 8 milliards en 2035. Donc pour répondre clairement à votre question, oui, le prix va monter, mais ça ne suffit pas pour arrêter le fait que des gens vont prendre l'avion, et notamment des personnes qui viennent de pays pauvres, qui ne voyagent pas pour l'instant. Hein, c'est une courbe en S. Hein. Quand on est pauvre, personne ne voyage. Quand on est riche, vous n'allez pas prendre l'avion tous les matins parce que vous êtes riche. Donc c'est quand on passe du statut de pays pauvre à pays riche que là, on se met à voyager. Et donc la croissance du trafic, c'est essentiellement les pays asiatiques qui décollent. Et l'Afrique subsaharienne aussi. Une dernière question. Pas une dernière question ? Ah, monsieur. Alors, les deux dernières, alors. Merci pour vos interventions, c'est très intéressant. Mais je trouve ça très, très anxiogène quand même, ce que vous dites. Parce que finalement, je ne vois pas beaucoup de solutions. Je pense que la jeunesse, aujourd'hui, vous l'avez dit, s'occupe beaucoup d'écologie. Je pense que les jeunes ont été complètement intoxiqués par des médias, par un espèce de moralisme, et le problème de l'écologie, finalement, de l'écologie politique,
qui ne donne que des mauvaises solutions, avec des très bonnes intentions, mais les solutions proposées sont toujours mauvaises. Non, mais là, on vous a parlé d'innovation. Non, mais on le voit dans la voiture, qu'on est en train de tuer notre... Je réponds très vite. Voilà. Madame répondra avec moi. Et moi, je suis assez pessimiste parce que les jeunes, je trouve qu'ils ont été complètement... Il y a une espèce d'anxiété des jeunes qui a été provoquée par l'écologie politique mal comprise. Ce qui manque terriblement à la France aujourd'hui, et je pense beaucoup à la France, c'est une vision enthousiasmante positive du futur, à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les Chinois que j'ai bien connus, tout communistes qui sont, Deng Xiaoping, en 1978, enrichissez-vous, créez, innovez, exportez. Il a sorti la moitié de sa population de l'extrême misère. Et la moitié de la population, c'est 600 millions de personnes qui vivent quasiment comme nous et moi. Bon, je ne dis pas que c'est un modèle à suivre. Ce que je dis, c'est qu'en effet, vous avez parfaitement raison. C'est hyper liberticide, très anxiogène. Vous n'avez pas le droit de prendre de douaniole, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion, etc. Il faut arrêter ça. Vive la croissance, vive la richesse. On ne le dit pas, mais vive la richesse. La richesse, c'est les Chinois qui se sont enrichis pendant 30 ou 40 ans. Donc nous, en effet, on a redistribué l'assistanat, etc. Il faut dire, mais non, les gars, il y a possibilité de faire comme les Suisses, PIB par habitant 3 fois le nôtre, mais sans révolution sociale, au contraire, en améliorant le bien-être des gens. Donc tout ça, si vous voulez, là, il faut changer complètement de discours. C'est peut-être le moment, avec la France qui vit très très mal, moi, que je vis très mal la dissolution et tout ce qui se passe dans l'Assemblée, qui est une folie furieuse, mais redonnons du souffle à nos jeunes, etc. Et l'environnement fait partie de ces filières formidables du futur. Il y a plein de jobs à prendre, il y a plein d'ingénieurs, plein d'innovations, plein de créativité. C'est ce qu'on fait dans nos boîtes avec, j'imagine, Daher. Dans nos boîtes industrielles, les salariés sont malgré tout très heureux. On nous montre, alors c'est vrai, des plans sociaux. C'est vrai, il y a Michelin, il y a Auchan, etc. Mais par ailleurs, il y a 90% de gens où les salariés sont très heureux dans leur boîte. Et ça, on ne le voit jamais à la télé, ça. Donc montrons ça. Donc vous avez parfaitement raison, l'ambiance est très anxiogène, les médias sont très anxiogènes. Quand vous regardez les infos de 20h, vous avez 28 minutes de catastrophe absolue, et vous avez 2 minutes peut-être de la petite chèvre dans les champs, etc. Mais c'est un scandale, ça. Bon, non mais... Hein ? Non mais Jean Covici, c'est la décroissance. Comment vous pouvez imaginer une entreprise en décroissance ? Vous allez voir vos salariés à la fin de l'année en disant, monsieur, là, c'est super sympa, cette année, on va faire de la décroissance. Alors, je vais virer 5% de mes effectifs, et tout le reste, vous allez faire moins 10%, c'est les salaires. C'est complètement idiot, la décroissance. Je sais pas comment... Pierre, on va faire un débat sur la décroissance. Pardon, je vous promets, l'année prochaine, on fait un débat. Vous serez tous là sur la décroissance. Et Pierre sera tout seul en scène sur la décroissance. Un one-man show. Cécile, non, et je voulais entendre la question. Par rapport à l'exemple que vous prenez, chacun fait ses choix personnels. Si deux personnes estiment qu'elles ne veulent plus prendre l'avion parce qu'elles estiment que c'est pas, parce que ça met en cause leur valeur morale, c'est leur choix. Mais imposer de telles choses à une société entière, c'est un autre sujet. Et là, on entre dans des sujets de liberté publique. Non, par rapport à ce que vous dites, madame, je trouve que si on a donné l'impression d'être pessimiste, moi, c'est pas l'impression que je voulais donner. Parce qu'en réalité, technologiquement, c'est fantastique. On va travailler sur des nouveaux matériaux qui vont servir dans plein d'autres domaines. On est une filière d'excellence. On a pour moi, c'est la dernière frontière technologique, la décarbonisation de l'aéronautique. Et je trouve que c'est absolument fantastique. Enfin, moi, on me dit, voilà, l'objectif, c'est d'arriver là. Et ben, c'est très, très enthousiasmant. Et si aujourd'hui, je commençais des études, moi, je serais très, très tentée d'aller dans ce secteur parce qu'il est absolument fascinant. Il y a plein de postes à pourvoir, Chadel. Oui, et non, mais peut-être en complément, pour donner un élément un peu positif, le dernier Salon du Bourget en 2023 a connu une affluence record. Mais vraiment record. On se demandait ce qui allait se passer, parce que le Covid, parce que Greta Thunberg, etc. Affluence record. À cette occasion, on a réalisé des sondages sur la perception du transport aérien, et devinez quel est le mode de transport aérien préféré des jeunes. C'est l'avion. Ça reste l'avion malgré tout. Le mode de transport. Tout court. J'ai dit transport aérien. Oui. Le mode de transport. Le mode de transport aérien, c'est difficile, que ce soit autre chose que l'avion. Le mode de transport tout court. Voilà. Dernière question. Oui, peut-être très rapidement, pour rebondir notamment sur ce que disait Madame Maisonneuve, je suis tout à fait d'accord que si les gens prennent plutôt l'avion que le train, c'est qu'il y a une question de prix. Comment vous feriez, peut-être pour ouvrir un peu le débat, pour faire baisser le prix des billets de train? Emmanuel Combe a parlé de la concurrence, mais bon, il faut construire des lignes, j'imagine que ça coûte très cher, je ne suis pas du tout expert, mais comment on pourrait faire pour que le TGV soit moins cher et que les gens aient plus envie de prendre le TGV que l'avion? Déjà, sur le TGV, c'est théoriquement ouvert à la concurrence depuis 2019. Et on
peine à voir arriver Trenitalia. Oui. Et je vous rappelle que Renfe s'est plaint auprès du gouvernement français qu'elle n'arrivait pas à rentrer en France. Alors que je vous rappelle, la SNCF n'aime pas la concurrence. Par contre, elle aime bien faire de la concurrence à l'étranger. Il y a des barrières à l'entrée. Puisque la SNCF est le numéro 2 en Espagne et vient de rentrer en Italie. Donc, il y a déjà une première réponse, c'est la concurrence. Il y a très peu de concurrence sur les lignes à grande vitesse en France. Or, ça n'est pas normal. Vous allez en Italie, vous avez 2 concurrents. Vous avez Trenitalia qui a 70% du marché et NTV, un nouvel entrant, qui a 30%. Vous allez en Espagne, il y a 3 concurrents. 3 concurrents. Il y a Renfe, la SNCF. C'est pour ça que c'est assez drôle. Quand la SNCF vous dit on est contre la concurrence, alors pourquoi vous allez en Espagne? Et puis il y a Trenitalia. Donc moi je crois qu'il y a un levier très clair, c'est faire de la concurrence dans le transport ferroviaire. Je parle pour la grande vitesse. Pour les lignes TER, c'est un autre sujet. Oui. Merci infiniment. On aurait pu rester encore. On était bien, on aurait pu rester encore. Merci à vous deux. Je note quand même, Emmanuel Combes. Je n'écoute pas. Si vous êtes passionné par le transport aérien, il est épuisé, mais on va le rééditer. Le transport aérien, Emmanuel Combes, Paul Chiambaretto, aux éditions La Découverte, c'est un best-seller. Et puis, toutes les semaines, dans l'Express, je fais un petit peu de pub, pour l'Express et pour Cécile Maisonneuve, que vous pouvez retrouver comme chroniqueuse toutes les semaines dans l'Express. Merci beaucoup, Cécile, et merci à vous. À bientôt.